Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview à la une, l'émission de la rédaction de Nice Matin en partenariat avec Radio Émotion. Une émission que j'ai le plaisir de présenter avec Frédéric Maurice, le chef de l'édition de Nice Matin. Bonjour Frédéric. Bonjour Denis. Notre invité aujourd'hui, Charles-Ange Ginésy, le président Les Républicains du Conseil départemental des Alpes-Maritimes. Bonjour Charles-Ange Ginésy. Bonjour Denis Caro, bonjour Fred Maurice, merci de me recevoir dans votre émission. Alors l'actualité brûlante, c'est le remaniement gouvernemental. On connaît depuis jeudi soir la composition de ce nouveau gouvernement. La grande surprise, c'est la nomination de Rachida Dati au ministère de la Culture. C'est un coup dur pour les Républicains. Bien évidemment, c'était une pièce maîtresse, c'était quelqu'un d'essentiel dans notre parti, mais vous savez, il y a eu d'autres pièces essentielles qui nous ont quittés, et pour autant, le parti a continué à défendre les valeurs qui étaient les siennes, donc nous continuerons malheureusement sans elle. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a un impact fort de la stratégie sur la ville de Paris, sur la candidature à l'élection de maire de Paris, qui vient impacter fortement la vie politique française. Après, c'est le choix de chacun. La vie politique est faite ainsi, et je crois que c'est bien ainsi. Rachida Dati, Catherine Vautrin, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, des ministres issus de la droite. Est-ce que c'est un gouvernement de droite ? C'est un gouvernement qui, en tout cas, est issu des Républicains. C'est un gouvernement qui confirme ses idées, mais c'est un gouvernement qui, aujourd'hui, est renouvelé, pas dans ses ministres essentiels, puisqu'on voit que ce dont vous venez de parler, que ce soit Gérald Darmanin, que ce soit le ministre de la Justice, ce sont Bruno Le Maire, ce sont des hommes qui appartenaient au gouvernement précédent. Donc j'y vois une certaine forme de continuité, même si le président de la République a voulu faire de la modernité avec un rajeunissement en mettant un Premier ministre très jeune, 34 ans, c'est très très jeune. Moi je vois une forme de continuité dans cette action-là. La problématique qu'il va se poser, c'est pas de savoir qui fait quoi, c'est comment on va le faire. Et comment aujourd'hui ce gouvernement va gérer le problème des majorités qu'il y a à l'Assemblée nationale, qu'il y a au Sénat. C'est là que la recomposition va être essentielle et qu'il faudra peut-être compter sur les Républicains à ce moment-là pour retrouver, comme cela a été fait sur la loi immigration, le bon sens pour l'intérêt des Français. Au-delà des débauchages individuels, clairement, les Républicains refusent cette forme de coalition avec Emmanuel Macron. Dans le fond, n'est-il pas plus courageux de tenter de gouverner pour empêcher une victoire de l'extrême droite en 2027 que de rester dans la critique et l'opposition ? Vous savez, je pense que ce n'est pas la critique systématique et l'opposition. Je pense que chez les LR, nous défendons certaines valeurs, des valeurs essentielles qui nous appartiennent, qui sont quelquefois des valeurs partagées, mais sur la stratégie d'une recomposition et d'un consensus qui serait trouvé, mérite à la fois d'être réfléchi et non tenu. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a eu de la part du président de la République, Emmanuel Macron, un certain nombre de sujets qui n'ont pas été tenus et respectés. Donc, comment aujourd'hui cohabiter avec un gouvernement, avec un président de la République qui fait certainement des avancées dans un certain domaine, mais des reculades dans d'autres. Donc, je pense qu'il est bon de rester chez soi pour éviter cette dilution qui fait que nous n'avons pas forcément les mêmes idées. Et puis quand je fais référence aux dernières élections législatives, je vois quoi ? Je vois que partout où il y a eu les candidatures des candidats du président de la République, eh bien, il y a eu l'élection du Rassemblement national. Donc, si on a envie dans les Alpes-Maritimes, pas partout en France. Pas partout en France, mais vous prenez le département du Var, c'est un peu comme cela que ça s'est passé. Donc, il y a pas mal de départements français où il y a eu ce genre d'attitude et de résultats. Donc, si on veut se battre contre certaines idées du Rassemblement national, je pense qu'il faut garder ses valeurs. Mardi, vous avez réagi à la nomination de Gabriel Attal en disant que c'était une bonne chose. Pourquoi ? Je pense que de rajeunir, vous savez, je crois en la jeunesse. Et là, je pense que l'on aura l'occasion d'en reparler. Le département des Alpes-Maritimes s'engage en faveur des jeunes. C'était pour moi un signe important. C'est la première fois qu'on a un Premier ministre aussi jeune. Donc, Gabriel Attal
représente la jeunesse. Gabriel Attal représente un ministre pour lequel, lorsqu'il a été, de manière très courte, à l'Éducation nationale, a montré qu'il prenait les choses à bras-le-corps avec de bons dispositifs. Donc j'ai salué son arrivée en tant qu'homme. Derrière, ça n'enlève rien à la complexité que j'évoquais à l'instant sur la majorité, comment va-t-il gouverner, et puis la difficulté de composer son gouvernement, parce que qu'il aille faire des prises de guerre ici et là, ça prouve qu'il n'y a plus personne sur le banc de touche dans la Macronie. Et il y a une faiblesse. Vous l'avez dit, Gabriel Attal a été ministre à chaque fois de façon assez brève. Vous avez vous félicité de sa nomination, mais finalement, quel bilan a-t-il, Gabriel Attal, sinon des déclarations qu'on peut estimer en phase avec les sondages, avec les attentes exprimées par les Français dans les sondages? Mais quel bilan a-t-il ? Pas un gros bilan, puisqu'il est rentré au gouvernement il y a peu de temps, il est en action il y a peu de temps, donc je vous accorde ce crédit-là, mais en même temps, quand il colle véritablement aux attentes des Français et qu'il colle véritablement à ce que nous attendons, nous, sur le terrain, moi, ça me convient. Donc j'avais de belles espérances pour que le ministre continue à suivre ces affaires-là. Et j'ai l'impression qu'il va continuer à suivre de très près ce qui se passe à l'Éducation nationale dans sa qualité de Premier ministre. Alors on a d'un côté un Premier ministre, Gabriel Attal, 34 ans, de l'autre un candidat du Rassemblement national aux européennes, Jordan Bardella, qui a moins de 30 ans et qui est pour le moment ultra favori aux européennes. Est-ce que ces deux jeunes candidats ne risquent pas d'éclipser le candidat des Républicains aux européennes? Non, là aussi, vous savez, on a une conséquence, c'est la loi sur le cumul des mandats. De mon point de vue, ça a fait disparaître les classiques de la politique, ça a fait disparaître ces personnalités qui avaient du poids, qui avaient de la réalité, qui avaient des bilans, comme vous l'évoquiez à l'instant, parce qu'ils étaient à la fois sénateurs, ils étaient députés, ils étaient présidents de conseils départementaux, ils étaient maires de grandes villes. Le fait de ne plus pouvoir cumuler les a fait disparaître. Il n'y a plus aujourd'hui au Parlement qu'une forme de jeunesse. Donc effectivement, nous avons, chez nous, dans nos rangs, des poids lourds qui sont jeunes aussi. Il n'y a pas que des personnes qui ont du poids lié à l'âge. Il y a des gens de bonne tenue qui ont des résultats, et je pense qu'on mesurera là aussi l'expérience et la jeunesse. On verra le talent de la jeunesse qui arrive, que ce soit chez M. Bardella, qui représente effectivement quelques expériences. Mais vous savez, pour moi, les élections européennes ne sont jamais des élections qui sont véritablement la démonstration de ce qui va se passer après sur le territoire national, que ce soit en termes des municipales ou en termes d'élections nationales sur les législatives. Alors d'ailleurs, qui serait, de votre point de vue, le meilleur candidat pour mener la liste des Républicains aux européennes? Je n'ai pas de nom, il y a plusieurs noms sur ce sujet-là. Je laisserai Éric Ciotti, le président des Républicains, vous dire quel est son choix. Et pourquoi ça tarde de temps d'ailleurs, la nomination? Pourquoi on ne comprend pas pourquoi les Républicains mettent autant de temps à officialiser leur tête de liste? Posez la question à Éric Ciotti, il vous le dira. Très bien. On va parler maintenant immigration. D'abord avec la loi immigration qui a été votée le mois dernier. Elle risque d'être beaucoup censurée par le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous pouvez vous en satisfaire? Moi, je m'en satisfais dans la mesure où il y a eu un vote fort et massif à l'Assemblée nationale. Et je pense que la représentation nationale, dès qu'elle s'exprime avec une telle force, ça donne des lois qu'il faut savoir appliquer. Derrière, qu'il y ait un contrôle du Conseil constitutionnel, nous verrons bien ce qu'il va en rester. Pour ma part, je dis qu'il y a une avancée dans la mesure où j'ai le sentiment qu'il y a une vraie prise de conscience sur la nécessité de redonner une unité nationale à la France, de redonner un sentiment de pouvoir aller de l'avant avec une jeunesse qui soit formée au talent de la France, qui soit formée en respectant les valeurs républicaines de ce que nous avons sur le fronton de nos mairies, de nos écoles, la liberté, l'égalité, la fraternité, l'équité, c'est quelque chose qui aujourd'hui fait sens. Et on ne le retrouve pas toujours dans la rue, les Français ne s'y retrouvent pas. Alors, j'ai bon espoir aujourd'hui que nous puissions nous retrouver dans cette affaire-là.
Donc vous espérez qu'il y aura peu de censure du Conseil constitutionnel. Je l'espère. Mais en tout cas, que la loi ait été votée, c'est déjà un bon signe, avec une telle force. Tout à fait. Cette loi, elle a été beaucoup réécrite par les Républicains, mais on dit beaucoup qu'elle a aussi été inspirée par le programme du Rassemblement national. Qu'est-ce qui distingue encore les Républicains du RN? C'est tout le débat. C'est pas le débat de savoir ce qui nous distingue, de savoir comment la loi a été votée. Moi, je vois simplement une récupération de la part du Rassemblement national qui dit ce sont nos idées. Mais je reconnais totalement les idées des Républicains, celles que nous portons depuis le début et qui ont été glissées habilement par Éric Ciotti dans le cadre des négociations avec Elisabeth Borne. Ce que je lis au travers de ce texte sur la loi immigration, c'est ce résultat-là, ce que Gérald Darmanin a apporté à la demande d'Éric Ciotti. Donc, que chacun essaie de récupérer cette loi avec les textes qui y sont dedans, c'est de bonne guerre politique, mais peu importe. Je dirais que ce qui nous distingue aujourd'hui du Rassemblement national, c'est que nous avons une existence de longue date, issue du RPR, issue de l'UMP, et qu'il y a chez nous une vraie force et une vraie continuité dans ces idées qu'il faut savoir défendre. Après, que les idées du Rassemblement national viennent rejoindre ces idées-là, pourquoi pas? Parce que le Rassemblement national a quand même lui aussi beaucoup évolué par rapport au Front national. On a vu les choses. Donc qui des deux a le plus évolué? Moi, je pense que c'est plus le Rassemblement national qui a eu une forte évolution vers nous que l'inverse. Parce que le droit du sol, la préférence nationale, c'est des choses qui sont relativement récentes dans la droite républicaine. Ça n'existait pas sous Chirac, tout ça. Non, mais ça existait dans les propos de certains de nos membres républicains, et Éric Ciotti défend cette affaire-là depuis très longtemps. Et justement, Éric Ciotti, certains lui reprochent de pencher trop, d'amener les républicains trop à l'extrême droite. C'est pas votre sentiment? C'est peut-être un reproche qu'on peut faire, mais là aussi, un parti politique, c'est un lieu de débat. C'est un lieu où chacun s'y retrouve et a envie de défendre la ligne qui est la sienne. Et c'est ce juste équilibre. Et quand je vois un homme comme Jean Leonetti en discussion avec Éric Ciotti, je me trouve totalement rassuré sur l'équilibre des choses. C'est le département des Alpes-Maritimes que vous présidez qui a la charge d'accueillir et de protéger les mineurs non accompagnés. Où en est la situation après le pic qu'on a connu notamment au printemps dernier ? C'est une situation qui m'alerte. J'avais eu l'occasion, dès le mois de mai 2022, d'alerter le président de la République, la Première ministre, les ministres concernés, que ce soit le ministre de la Justice ou le ministre de l'Intérieur, et malheureusement, la flambée a continué, parce que rien n'a pu être mis en place comme je l'aurais souhaité. Et nous en sommes aujourd'hui à une explosion de 56% d'augmentation en 2023 par rapport aux mineurs non accompagnés tels que nous les avons connus en 2022. Ça ne s'est pas calmé après le printemps? Ça ne s'est pas calmé. Toujours sur le même niveau? Ça s'est calmé avec l'arrivée de l'hiver, mais c'est ce que nous avons d'habitude. Mais nous allons probablement, dès le mois de février, revoir une flambée arriver. Parce que la problématique des mineurs est une problématique qu'il faut savoir prendre au niveau européen. C'est un flux migratoire important, et je le dis, je le répète à chaque fois, ça ne peut pas être de la responsabilité d'un conseil départemental avec les moyens que sont les nôtres. Aussi forts soient les moyens financiers que nous avons, il y a là une responsabilité de l'État à la frontière. Clairement, l'Europe ne joue pas son rôle sur la question des mineurs non accompagnés. Mais comment l'Europe pourrait-elle jouer son rôle? Aujourd'hui, l'Europe n'est pas une Europe unie, une Europe qui soit bien cousue, qui soit bien ficelée, pour faire en sorte que, à la rentrée dans l'Europe, nous ne soyons pas sur cette submersion que nous avons de la Guinée, que nous avons de la Côte d'Ivoire, que nous avons de la Tunisie, avec des populations qui nous arrivent en masse et que personne ne peut contrôler, et des mineurs qui lèvent la main en disant « je suis mineur », et parce qu'ils sont mineurs, il faut que le conseil départemental les récupère à la frontière à Menton. Quelle charge ça représente pour le département des Alpes-Maritimes? On était sur une dépense de 15 millions d'euros en 2022.
on arrive à 28 millions d'euros en 2023, c'est-à-dire une explosion financière. Mais au-delà de l'explosion financière et de ce que l'on peut regretter sur ce plan-là... Il y a un problème de structure aussi. Il y a un problème de structure, il y a un problème de compétences. Les hommes et les femmes qui sont chez nous dans les services sociaux sont aujourd'hui débordés et n'arrivent plus à gérer ce flux migratoire, notamment sur l'évaluation de minorités que nous faisons avec l'État. Et c'est là que j'ai sollicité à nouveau Gérald Darmanin lorsqu'il est venu à la frontière en lui disant on n'a pas réglé avec la loi immigration la problématique des mineurs non accompagnés. Il faudra bien à un moment donné régler cette affaire-là et que les mineurs soient de la responsabilité de l'État, même si nous ne nous désengageons pas. Il faut qu'il y ait un continuum. Dans la nuit de mercredi à jeudi, une nuit froide, 17 mineurs ont passé la nuit devant le commissariat au Var à Nice. La mairie de Nice vous reproche de ne pas assumer vos responsabilités. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je lui réponds que c'est bien dommage qu'ils ne m'interrogent pas en direct parce que je leur donnerai la réponse en direct et que Jennifer Seul ne s'adresse pas à moi ou à mes services pour avoir les tenants et les aboutissants que je pourrais lui expliquer, ou M. Nakache, je le regrette, parce que nous avons là-dessus toutes les explications. D'ailleurs, elles ne sont pas simples, les explications. Elles sont quelquefois très compliquées, parce que vous avez des mineurs que l'on a et qui nous sont confiés, qui fuguent. Ils s'en vont. On n'a aucune obligation de les garder, parce que nous n'avons pas d'obligation. C'est pas des prisons, quoi. C'est pas des prisons. Donc, ils s'en vont. Et bien sûr, on les retrouve dehors. Et les mêmes que M. Nakache a retrouvés en disant que nous les avons mis dehors, non, ils sont partis de chez nous, volontairement. C'était le cas, ces 17-là ? Alors, sur ces 17-là, il y a de ceux aussi qui viennent se rajouter et qui ont été évalués majeurs, qui sont partis et qui ont fugué. C'est-à-dire que ceux qui sont évalués majeurs, nous les remettons à la police, mais entre le moment où ils sont évalués et qu'ils n'ont pas le papier parce qu'ils sont majeurs, et le moment où on les remet à la police, ils s'en vont. Et ceux-là, on les retrouve aussi dehors. Donc on ne sait plus qui est mineur, qui est majeur. Et nous nous retrouvons avec une population qui aujourd'hui doit être recentrée. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que nous avons, actuellement, 850 mineurs placés sur 900 places dont nous disposons. Ce qui veut dire que quand on nous dit qu'il faut ouvrir des places, on n'a pas besoin d'en ouvrir. Nous savons que si la justice nous amène des mineurs avec les papiers en bonne et due forme, nous savons les loger, nous savons les placer. Donc c'est un faux procès que la mairie de Nice peut nous faire, et je suis désolé que l'on mette ça sur la place publique parce que ça trouble un débat qui est très compliqué et qui met les populations en alerte sur un sujet où on a besoin d'apaiser les propos, on a besoin, pour des raisons humaines, de pouvoir trouver les bonnes solutions. Vous ne pouvez définitivement pas travailler ensemble avec la mairie de Nice et la métropole sur ce type de sujet ? Bien sûr, mais moi je suis à la disposition, plutôt qu'elle fasse un tweet en dénonçant que le département n'arrive pas à tenir ses responsabilités, tout comme je me tiens à la disposition du journaliste qui a fait ce papier-là dans Nice Matin aujourd'hui pour expliquer le pourquoi et le comment des choses. Ce sera très compliqué parce que sur les 17, on a vu qu'il y avait une décomposition. Les 17 ne sont pas dans la même ligne et n'ont pas la même situation. Mais on y arrive. Et le journaliste en question a bien joint vos services, en attente de réponse. Alors, moi, mes services n'ont pas été joints. Donc, je suis à votre disposition pour en parler. On va parler des collèges, si vous voulez bien. Vous avez aussi la responsabilité de la gestion des collèges. À ce titre, votre collectivité a été parmi les premières de France à se porter candidate pour l'expérimentation du port de l'uniforme. Une question vous est posée par un jeune homme qui a rencontré Tristan Gasparot, journaliste à Radio Émotion, notre partenaire. J'ai une question pour vous. J'ai appris que vous étiez pour le port de l'uniforme dans les établissements scolaires. Donc ma question est la suivante. Est-ce que vous souhaiteriez proposer un uniforme commun à tous ou alors plutôt une séparation, une différence entre filles et garçons ? Alors, vous avez déjà réfléchi à la distinction Alors, je n'ai pas réfléchi à la distinction sur le genre, garçon ou fille. On a réfléchi largement sur l'appartenance au département des Alpes-Maritimes, donc une tenue qui nous ressemble pour les Maralpins, une tenue qui peut être déclinée
sur chaque collège pour dire je suis du collège Jean Rostand. Ah, ils ne sont pas les mêmes tenues partout. Il y aurait une petite différence parce que l'idée quand même de cette tenue unique, c'est à la fois de gommer les différences sociales, c'est à la fois de donner aussi un sentiment d'appartenance à une collectivité, à une communauté qui peut être quelque chose de valorisant. Parce que la tenue doit être valorisante, la tenue doit gommer les différences, la tenue doit donner de l'espérance. Je n'avais pas du tout pensé à la différence sur le genre, donc on va y réfléchir, parce que là, si vous voulez, vous avez deux collèges qui sont aujourd'hui retenus. Deux collèges, hein? Oui, deux collèges. Qui sont lesquels? Qui sont Daudet et... à Nice. Je viens de le citer à l'instant. Mais Jean Rostand. Et Jean Rostand. D'accord. Jean Rostand et Daudet sont les deux retenus parce qu'ils ont véritablement délibéré dans leur conseil d'administration. Après, on a une dizaine de collèges qui sont candidats, mais dont le conseil d'administration n'a pas encore délibéré. Et on va les laisser délibérer parce que ça donne lieu à des débats comme la question du jeune homme qui vient de nous poser, de savoir une foultitude de détails. Et je crois que de tout cela, il faut véritablement donner une réponse à la jeunesse pour qu'il y ait un engouement. Il faut que cette tenue unique soit véritablement un effet d'aubaine et d'optimisme et absolument pas considérée comme une sanction. Ça va commencer quand ? L'expérimentation? Alors, l'expérimentation, nous y travaillons dessus avec le ministère de l'Éducation nationale, nous y travaillons avec Madame la rectrice, nous y travaillons avec les principaux de collège et les services du département, et nous y travaillons depuis le mois d'octobre. Donc, pour la rentrée prochaine? Écoutez, on peut espérer septembre, une mise en œuvre rapide si les écueils que nous connaissons aujourd'hui, que nous continuons à nous rencontrer, que ce soit sur la fabrication des tenues, on n'est pas encore totalement défini sur le nombre de tenues qu'il faudra acheter, parce qu'il y a du renouvellement. On est sur une évolution même des principes qui nous sont donnés par le ministère, qui a donné un montant de 200 € par tenue, avec une participation de l'État de 100 €. La collectivité mettrait la différence. D'accord. Donc on est sur une évolution qui reste à venir. Si on peut arriver à faire une expérimentation rapidement avant la fin de l'année, on le fera. Cela, ce sera pour la prochaine rentrée. D'accord. Moi, je pense que pour la prochaine rentrée, ce serait sera une bonne déjà chose. raisonnable, bien sûr. Qu'est-ce qui fera que vous considérez que cette expérimentation est concluante et positive et que vous prolongerez l'expérimentation? C'est déjà des choses auxquelles vous avez pensé? Qu'est-ce que vous attendez de cette tenue unique? Bien évidemment, on attend des résultats positifs dont l'évaluation sera donnée par les professeurs, sera donnée par les parents d'élèves, sera donnée par les résultats en cours et par les enfants eux-mêmes qui déclareront l'opportunité ou pas de la validité de cette expérimentation. D'accord. Vous savez, moi j'appartiens à une génération qui a porté l'uniforme. Alors, qui a porté la tenue unique. Blouse. À l'époque, c'était une blouse. Eh oui. Bah, écoutez, je m'en porte pas si mal. Et je peux être traumatisé. Je pense qu'à l'époque, c'était une bonne chose. Ça protégeait nos vêtements, qui restaient propres plus longtemps, ça gommait les différences sociales, et ça n'empêchait pas, pour autant, le travail de se faire au contraire. Et de s'épanouir. Mardi, un élève a agressé un professeur au collège de Pégomas. Qu'est-ce que le département peut faire de plus en termes de sécurité dans ces établissements ? Rien, là je pense que c'est un phénomène accidentel, comme malheureusement cela peut se produire. Alors, comme tout accident, il peut y avoir un drame au bout, et ça n'empêche pas, mais c'est un collège qui est relativement calme, c'est un collège où il fait bon vivre, le collège de Pégomas, Arnaud Beltrame, qui a véritablement de bons résultats, et je suis étonné que cela ait pu se produire dans ce collège, ce qui veut dire que je place vraiment cette affaire-là comme étant accidentelle. Nous avons renforcé, bien évidemment, la sécurité des collèges, à l'entrée des collèges, avec des tourniquets qui permettent le passage de chaque collège avec la reconnaissance et éviter la pénétration extérieure. Nous avons mis des alarmes potentielles pour permettre une alarme différenciée en cas d'une attaque, là aussi. Mais là, c'était interne, c'était sans armes, un coup de poing. Donc, je vais considérer que c'est un accident. Et il y a eu tout de suite Joëlle Arigny, qui est la vice-présidente en charge des collèges, qui était là sur place, et ça a été une bonne chose
rassurante pour la communauté aussi. Ça fait écho quand même à une manifestation, alors ça concerne les lycées, mais cette manifestation d'enseignants cette semaine au lycée Bristol à Cannes, je ne sais pas si vous avez entendu parler, de ces enseignants qui disent on a de plus en plus peur pour notre sécurité de la part des élèves. C'est quelque chose que vous voyez monter dans les collèges aussi, quelque chose que vous sentez ? Bien sûr, c'est quelque chose que l'on ressent, c'est quelque chose qui malheureusement existe au niveau national et qui fait partie de ce sentiment d'insécurité qui est aujourd'hui partagé par beaucoup de Français, pour lequel il faut véritablement apporter des côtés rassurants. Et je crois que la loi immigration en fait partie, la tenue unique en fait partie. Une seule de ces actions ne suffira pas à elle seule à régler le problème. C'est toute une série de problèmes et d'éducation et d'instruction qu'il faut pouvoir redonner. Mais évidemment, je me mets à la place des professeurs aujourd'hui. Ils n'ont plus la même reconnaissance de la part de leurs élèves, la même autorité que celle qu'il y avait il y a 30 ans en arrière. De la part des élèves et des parents. De la part des élèves et des parents. Donc il y a là-dessus quelque chose qui est à redonner. Et c'est un respect des uns et des autres. C'est la forme de liberté qui, selon le philosophe Alain, disait que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. C'est de cela dont on parle. La liberté de parole des parents d'élèves ne doit pas aller au-delà de l'autorité de ce que représentent les professeurs, et vice-versa. Sur un autre sujet, le département suit de très près la question de la ressource en eau. Vous avez d'ailleurs créé en 2022 un observatoire de l'eau. Est-ce qu'avec les pluies abondantes de cet automne, on est durablement à l'abri de la sécheresse ? Absolument pas. Absolument pas. D'abord parce que l'eau reste un bien qu'il va falloir protéger, qu'il va falloir préserver. La meilleure eau qui sera préservée, c'est bien sûr celle que l'on ne consomme pas. Donc nous sommes partis sur un observatoire au niveau départemental parce que l'eau n'a pas de frontière institutionnelle, n'a pas de frontière administrative. L'eau qui nous arrive dans la vallée de la Roya depuis l'Italie, elle appartient au départ aux Italiens et elle coule dans la vallée de la Roya et alimente Menton. L'eau qui coule dans la Siagne part du département du Var et alimente une partie de la ville de Cannes. Ce qui nous arrive sur la vallée du Var part aussi des Alpes d'Haute-Provence. Donc nous avons là-dessus, avec les départements voisins, des réflexions à avoir. Nous avons entre nous, ceux qui portons la compétence au niveau des collectivités de la responsabilité de l'eau, des exploitants de l'eau, une coordination. Et c'est cela dont on a voulu mettre en place pour qu'il y ait une vraie vision départementale de savoir où l'eau passe, comment elle passe et comment on la préserve tant en quantité qu'en qualité. Et là-dessus, on a une première action qui a été menée, qui s'inscrit d'ailleurs dans notre action environnementale, qui est la recherche des conduites fuyardes. Cet observatoire de l'eau nous a permis de diagnostiquer aujourd'hui qu'il y a des conduites fuyardes sur l'ensemble du département pour une fuite entre guillemets, de 32 millions de mètres cubes. Une paille. Ce qui veut dire qu'il y a un état des réseaux dont le rendement n'est pas bon. Là-dessus, on a débloqué une grosse enveloppe de 10 millions d'euros et il y a énormément de dossiers qui sont aujourd'hui posés par les communes pour subventionner et mettre fin à ces conduites fuyardes. Vous dites que tout le monde doit faire attention à sa consommation. Quand le président des restaurateurs et hôteliers de Nice dit « Ok, tout le monde, mais pas les touristes. Il ne faut pas qu'on empêche les touristes de consommer de l'eau telle qu'ils le souhaitent parce que sinon on va devenir beaucoup moins attractif ». Est-ce que vous partagez son point de vue ? Je pense que c'est un problème de sémantique, c'est un problème de langage. On ne doit pas dire aux touristes arrêtez de consommer de l'eau si vous venez chez nous, bien évidemment. Par contre, on peut les alerter, comme les hôteliers le font très bien, sur des codes de bonne conduite par rapport au linge de salle de bain qui ne doit pas être mis au sale dès lors qu'il a fait une toilette, de faire en sorte qu'on ne laisse pas le robinet ouvert en permanence. Ce sont des attitudes, tout simplement des attitudes citoyennes, et là qu'on soit sédentaire ou touriste, ça s'applique à tous. En matière d'aide à l'accompagnement, à la transition énergétique, quelles sont les aides concrètes proposées par le département aux habitants des Alpes-Maritimes ? Alors, on a un plan d'aide assez musclé qui a été sur 2023 de 30 millions d'euros et on a des aides qui ont été très performantes sur l'acquisition de véhicules électriques, sur l'acquisition et la pose de panneaux photovoltaïques. Les véhicules électriques, c'est une dépense de 13 millions d'euros.
Il paraît que ça a été supprimé ça depuis le 1er janvier. Alors, on l'a arrêté pour les sessions prochaines, tout simplement parce que nous changeons de fusil d'épaule et le président de la République a annoncé les aides de l'État qui arrivaient. Donc, on se désengage de ce politique-là parce que nous avons aussi des choix budgétaires à faire, mais nous maintenons le photovoltaïque pour lequel 8 millions d'euros ont été engagés et pour lequel nous avons constitué une SEM qui s'appelle la SEM Green Energy 06 qui lève à la fois des fonds privés et des fonds publics pour permettre ces installations de panneaux photovoltaïques. On a ici inauguré à Val-de-Roure la première ferme solaire. On pose des panneaux de photovoltaïque et c'est ma préférence sur des secteurs qui sont déjà des secteurs urbanisés qui sont construits, qui sont déjà imperméabilisés, plutôt que d'aller les mettre sur des territoires en pleine nature. Donc de tout cela, nous avançons. Et quand on voit le prix de l'électricité qui a fait un bond de quasiment 39% en un an, on comprend pourquoi les marins alpins cherchent à faire des économies sur l'électrique. Est-ce que vous pourriez mettre en place d'autres aides permettant aux ménages d'aller vers cette transformation et cette transition ? Bien évidemment, et nous le faisons, nous l'avons dans notre dispositif premier, qui est l'isolation des maisons. L'isolation des maisons, ça fait partie, là aussi, d'éviter de chauffer pour rien. Nous avons des dispositifs qui, sur le plan de l'eau, permettent de la récupération des eaux de toiture. Alors, je rêve un peu, mais c'est le début, peut-être, d'une aventure qui peut nous amener, comme certains pays, à avoir des réseaux à double flux. Les réseaux de flux des eaux grises et les eaux sanitaires. Et puis, il y a la réutilisation. La réhut fait partie... Qui ne donne pas complètement satisfaction, apparemment. Les villes qui sont précipitées là-dedans disent, en fait, c'est quand même pas la panacée. Alors, et ça reste compliqué. Alors, ça reste très compliqué parce que la France est un pays qui, administrativement, est compliqué. Notre réglementation est très perfectionniste, pose un certain nombre de règles qu'il est difficile de pouvoir contourner et qu'il est difficile de pouvoir mettre en application. Néanmoins, ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'y arriverons pas. On a financé 2 grosses réhutes, une sur Cannes et une sur Nice, et ces 2 dossiers avancent et j'ai bon espoir que cela avance bien. L'expérimentation qui a eu lieu à Antibes aussi pour nettoyer les rues du Cap d'Antibes, c'est quelque chose qui avance bien. Donc, l'effort que nous faisons pour aider les grandes communes du littoral à mettre de la réhute en place, ça va porter ses fruits. Et je pense que c'est de l'eau qui sera réutilisée, même si on ne la fera pas rentrer dans l'eau sanitaire. C'est de l'eau brute qui peut être utilisée pour nettoyer les rues. C'est une eau brute qui peut être utilisée pour les jardins. C'est une eau brute qui peut servir pour différents usages extérieurs. Et la désalinisation, c'est des choses sur lesquelles vous avancez, c'est complètement utopique ? Alors aujourd'hui, je pense que ce n'est pas encore le temps. Nous avions malheureusement envisagé une visite des installations de désalinisation en Israël. C'était juste avant le 7 octobre et nous devions partir le 10 octobre. Et vous imaginez bien qu'avec ce qui s'est passé, on a remis notre voyage. Mais nous continuons cette idée parce qu'il faut être dans le savoir-faire si demain nous en avions besoin. Mais moi, je préfère aujourd'hui à la fois gérer l'eau que nous avons, essayer de mettre en place une meilleure gestion et des économies, aller chercher des nouvelles ressources, trouver cette capacité peut-être à faire des retenues collinaires. On a condamné aujourd'hui, parce que les bassines bordelaises ont fait beaucoup parler d'elles, on a condamné nos retenues collinaires sur nos stations de sport d'hiver. Certains maires, dont certains élus dont je fais partie, ont remis la construction. Sur la station de Valberg, par exemple, on a décidé de ne pas faire une retenue collinaire. Mais ce n'est pas pour autant que ce projet sera totalement abandonné. Je pense que nous pourrons avoir la capacité de faire une retenue collinaire en supprimant les matériaux synthétiques et en retrouvant des matériaux naturels, comme cela a été fait sur la Peine, ou pour des raisons de permaculture, donc une belle exploitation agricole, il a été fait des bassines avec de l'argile et du terrain naturel. Et on a vu qu'avec la raréfaction de l'eau telle qu'elle s'est produite sur l'été 2022, il y a eu cette capacité pour ce secteur à alimenter l'eau d'exploitation pour l'exploitation agricole. La prochaine question vous est posée au micro de Radio Émotion. Bonjour, je m'appelle Marinette, je travaille au marché de la Libération depuis un bon moment et je voudrais vous poser une question s'il vous plaît.
Alors, est-ce que vous pourriez me dire à quel stade sont les travaux de la Vésubie? Parce que j'ai pas mal de familles, j'aimerais monter les voir. Mais bon, voilà, j'attends une réponse. Alors, la question de Marinette s'adresse davantage quand même à la métropole qu'au conseil départemental. Oui. Ce n'est pas vous qui êtes maître d'ouvrage dans les travaux de la Vésubie. Pour autant, est-ce que vous êtes toujours prêt à donner un coup de main à la métropole qui est en difficulté sur ces travaux? Toujours. Et nous le faisons. D'abord, nous l'avons fait en débloquant financièrement 8 millions d'euros qui sont destinés à ces travaux-là. Nous l'avons fait en répondant au président de la métropole qui nous a sollicité avec le SMIAG, qui est un syndicat qui appartient à l'ensemble des collectivités du département et qui est géré par le département. Et ce syndicat est là pour faire de la gestion du risque inondation et la gestion des eaux. Donc on est au cœur du sujet. Et quand on voit la gestion des eaux telle qu'elle doit être faite sur la Vésubie, elle est à l'identique de ce que nous avons réalisé dans la Roya. Protection des berges, sécurisation de la voirie et en même temps passage des eaux et la gestion du risque. Et on a vu que la tempête Aline a été particulièrement meurtrière parce qu'elle était une récidive de la tempête Alex et qu'elle a détruit la Vésubie. Donc on est partie prenante et le SMIAG met beaucoup de cœur à l'ouvrage pour aider la métropole à se reconstruire. Une question sur les déserts médicaux. Les Alpes-Maritimes sont aussi concernées par ce sujet. Le département a ouvert en 2002 un centre de santé à Puget-Théniers. Est-ce que ça marche et est-ce que ça pourrait être dupliqué ailleurs? Alors ça marche et ça marche même bien. C'est un centre qui permet d'avoir sur cette ancienne sous-préfecture la possibilité d'agréger les forces qui sont dans notre établissement de dépendance, dans l'EHPAD de Puget-Théniers, de donner au cabinet médical un peu plus de compétences en termes de médecins spécialisés, de renforcer les médecins généralistes et de donner une irrigation sur l'ensemble de la vallée, que ce soit en direction de Guillaume, en direction de Beuil, sur l'aval avec Villars ou avec la vallée de l'Estéron. Donc on voit que le rayonnement de cette maison est quelque chose qui commence à prendre et je pense que nous pourrons faire de même à la fois sur la vallée de la Tinée, sur la vallée de la Vésubie, sur la vallée de la Roya, la vallée de la Bévéra, sur les Hauts-Pays grassois. Nous nous sommes inspirés dans notre réflexion d'une visite faite en Saône-et-Loire. Le président du département de la Saône-et-Loire... En 2022, effectivement. Oui. En 2022, on est allé voir un peu ce qu'il a fabriqué. Et il a fabriqué des centres qui sont départementalisés avec des médecins qui sont payés par le département. Donc on a un peu dupliqué cela, mais nous ne sommes pas allés aussi loin que lui pour ne pas déstabiliser la médecine libérale qui existe de manière très forte dans les Alpes-Maritimes, sur le littoral, avec... par exemple, Arnaud Zanck, qui s'est implanté dans la vallée de l'Uvar, ou la clinique Saint-Jean, qui s'est implantée là aussi, avec des postes avancés. Donc, pour ne pas casser cette dynamique-là, nous essayons de faire en sorte qu'on va sur la désertification médicale et, en même temps, respectant la profession libérale de ces médecins. Mais on répond aussi au CPTS, qui est le centre de restructuration des médecins de santé, qui est installé dans le Haut-Pays et qui regroupe, là aussi de façon interdépartementale, Alpes-Maritimes et Alpes-de-Haute-Provence, eh bien, l'ensemble des infirmiers, l'ensemble des podologues, l'ensemble de toutes les professions qui peuvent apporter des soins à nos populations rurales, un point qui les accueille et qui est ce point de Puget-Théniers. Restons dans le Haut-Pays. Est-ce que, on a vu le lancement de la saison dans les stations de ski, est-ce que c'est pas de plus en plus compliqué quand même avec la neige? Là, on a attendu la neige pendant toutes les vacances de Noël, elle est tombée à la toute fin une seule fois. Ça devient de plus en plus compliqué, non? Alors, c'est à la fois compliqué et simple. Travailler avec la neige, effectivement, c'est Dame Nature qui décide de faire ce qu'elle veut. Nous avons, avec l'avènement des enneigeurs, régulé cette affaire-là. Ça, c'était au début des années 80. Ouais. Depuis, on voit qu'on a garanti un produit neige qui est de bonne qualité. Et grâce à ces enneigeurs, cette année encore, les stations classées nationales que sont Oron, Isola, Valberg, La Colmiane, Gréolière arrive à démarrer la saison et nous avons eu une clientèle qui a pu skier sur de la neige de production, confortée par une neige naturelle qui n'a pas été très abondante. Mais là aussi, vous savez, je prends un peu de recul. Et même si je ne renie pas, parce que je suis conscient qu'il y a un réchauffement climatique, mais je ne veux pas non plus, parce qu'on se situe sur le temps long, être le Cassandre de ceux qui chantent en disant « la neige c'est terminé ». Non.
la neige, elle a des vicissitudes. Je me souviens, la flamme olympique en 68, elle était passée à Valberg. Et nous avions eu une chute de neige d'1 mètre de neige, c'était au mois d'octobre. Cette neige a fondu comme neige au soleil parce qu'on a eu un coup de fun. Et quand il a fallu faire porter la flamme olympique de Valberg à Oron, nous étions passés par le Mont-Mounier en basket. Et cette année-là avait été une année sans neige. Toute la décennie 60 d'ailleurs était mal enneigée. Les années 70 ont été des années particulièrement bien enneigées sur l'ensemble de nos montagnes. Donc ça fluctue même s'il y a une dégradation liée au réchauffement climatique. 80, les années 80, pour ceux qui s'en souviennent comme moi, j'ai une expérience de plus d'un demi-siècle maintenant sur la pratique de la neige, il y a eu une décennie sans neige. Et 90, on retrouve de la neige. Alors, je ne veux pas dire ce sera comme avant, mais je ne veux pas dire non plus c'est terminé. D'autant que techniquement, on sait quand même travailler la neige de mieux en mieux et fidéliser notre clientèle. Et puis diversifier, parce qu'on n'est pas resté les bras en bas. Hein, à côté du produit neige, il y a eu une grosse diversification qui s'est opérée pour proposer d'autres choses, de la randonneige, proposer de la randonnée en montagne, proposer des activités à côté du produit ski. Est-ce qu'il serait acceptable qu'aucune station des Alpes-Maritimes ne participe finalement à l'accueil des Jeux Olympiques d'hiver de 2030 ? Ce serait acceptable, même si on a eu des espérances pour Isola 2000, et je pense que ce serait des espérances véritablement déçues si Isola 2000 n'avait rien, parce que c'est l'une de nos stations de France. Vous savez, j'ai été président de l'Association des stations de France, et c'est l'une des rares stations à avoir la place du village à 2000 mètres d'altitude. C'est dire que là aussi, quand on parle d'un réchauffement climatique, il faut regarder de quoi on parle, de quelle station, là où elle est, sa situation, le fait si elle est dans un bassin froid ou pas. Donc ce serait dommage qu'Isola n'en profite pas, mais en même temps, 2030, c'est prêt et c'est loin. Donc regardons, soyons vigilants et adaptons-nous. Moi, ce que je pense sur les Jeux Olympiques, c'est qu'il faut véritablement qu'on fasse la démonstration, que nous n'ayons pas, comme ça a été pour les Jeux d'Albertville, à avoir à regretter des éléphants blancs. C'est-à-dire des infrastructures qui ont été faites pour les Jeux Olympiques, qui derrière ne servent pas l'économie montagnarde et l'économie des stations, et soient mis là comme des monuments qui ne servent plus à rien. Vous pensez à des infrastructures en particulier qu'on envisage pour 2030 ? Non, je dis par contre, soyons vigilants. Très attention à ça. Et on est dans la discussion. Moi, j'ai été très favorable à pousser les Jeux Olympiques. J'ai été dans mes responsabilités, dans les connaissances et les relais que sont les miennes. Celui qui a été facilitateur entre Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour dire surtout n'ayons pas de candidature, ça ne servirait à personne. Restons unis, ce qui veut dire que d'ici 2030, regardons là où nous avons les bonnes infrastructures, là où il y a un bon accueil, et regardons là où la neige sera pour que la France brille de mille feux comme elle peut briller avec Paris 2024, parce que nous sommes de fervents partisans là aussi d'un soutien pour que les Jeux Olympiques à Paris se passent de manière formidable, même si je suis de ceux qui disent « Allez, faisons en sorte que l'olympisme retrouve l'origine et la forme voulue par le baron Pierre de Coubertin, c'est-à-dire l'esprit sportif, l'esprit de compétition, l'esprit de territoire et de proximité, et n'ayons pas les yeux plus gros que le ventre à vouloir faire briller les choses de mille feux. Restons dans le simple et dans le sportif. Un mot rapide sur l'intelligence artificielle. Dès votre élection à la présidence du département, vous avez misé sur l'IA. On voit que maintenant, elle est au cœur de tout. Comment les Alpes-Maritimes peuvent tirer leur épingle du jeu et peuvent tirer profit de cette spécificité qui a été développée depuis quelques années ? Je pense que nous en tirons profit déjà aujourd'hui. Quand en 2018, il me prend cette idée, nous visitons Montréal et le succès de la maison d'intelligence à Montréal. Et on construit la même chose à Sophia Antipolis. Sophia Antipolis, qui est une terre où il y a eu une fertilisation croisée avec l'esprit d'entreprise, avec l'esprit de recherche, avec l'esprit de territoire et l'ambition nationale. Eh bien, nous continuons dans cet esprit-là. Et la maison de l'IA aujourd'hui, elle instruit pratiquement 18 000 collégiens par an.
elle a permis d'abriter des jeunes ingénieurs de Sofiatech qui sont venus s'abriter en 2018, Videtix, et Videtix a grossi, a gravi. Aujourd'hui, c'est une petite entreprise de 20 personnes et qui vient justement d'être retenue pour la surveillance, la vidéosurveillance, la vidéoprotection des Jeux Olympiques, des prochains Jeux Olympiques. Donc, on est dans une forme où on aide l'entreprise avec la Chambre de commerce et d'industrie, où on se sert de toute cette pépinière de techniciens sur le numérique que représentent les gens qui sont installés à Sophia Antipolis et de la volonté avec l'Université Côte d'Azur d'avancer sur cette affaire-là. Alors je crois que les Alpes-Maritimes Terre d'IA, c'est une réalité. Il est venu, Cédric Villani, lors des derniers IA Days, nous avons remis aussi des prix et je crois que ça a été un bel aura qui nous donnera un petit coup d'avance. En tout cas, alors, je le souhaite parce que nous sommes très en retard au niveau de l'Europe et si la France pouvait démontrer avec des territoires comme les Alpes-Maritimes que nous sommes dans le move, ce serait bien qu'on puisse faire la balance avec les BATS, avec toutes les entreprises américaines qui aujourd'hui tiennent le marché. Avant de refermer cette émission, la question perso. Frédéric Maurice. Charles Genesi, sans Éric Ciotti, auriez-vous de meilleures relations avec Christian Estrosi ? Je pense qu'il y aurait eu des relations qui ne soient pas forcément meilleures, parce que je n'ai pas des relations dégradées avec Christian Estrosi, bien que je regrette que nous parlions très peu. Je ne pense pas qu'Éric Ciotti soit un frein à ce que le conseil départemental aide la ville de Nice ou la métropole. Au contraire, il est très vigilant pour que nous soyons très présents sur les financements de la métropole et de la ville de Nice. Donc non, je ne pense pas que Éric Ciotti soit celui qui a empêché les relations de se faire. Par contre, moi je suis celui qui croit beaucoup, qui défend, et c'est mon engagement politique, aux communes, à l'indépendance des communes. Je ne suis pas favorable à cette forme d'intercommunalité qui est une intercommunalité forcée. Je suis favorable à une intercommunalité d'adhésion. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui, avec tout ce qui a été construit ces dernières années, très loin de cette notion. Et j'appelle, parce que je suis convaincu au fond de moi-même, que pour la société française, pour que l'on retrouve cette proximité et cette conviction qu'on a besoin de partager avec la population française, eh bien, ce lien de proximité. Et seuls les maires peuvent le faire. Seuls les adjoints, les conseils municipaux peuvent le faire. Et seul le conseil départemental a cette capacité à aider en toute indépendance les maires. Alors j'aspire à un retour, à un relâchement du carcan qui est le nôtre aujourd'hui avec les métropoles, avec les régions, pour dire, allez, laissons les territoires s'oxygéner avec les maires et avec le conseil départemental qui représente ce lien de solidarité, à la fois sur cette caisse de péréquation financière, mais en même temps cette solidarité humaine, puisque nous apportons avec énormément d'énergie, beaucoup de social dans ce moyen et dans ce haut pays. Merci beaucoup Charles Genesi, merci Frédéric, merci à tous de nous avoir suivis, merci à Sophie Doncé et Philippe Bertini pour la réalisation de cette émission, à Christelle Benjamin pour sa préparation. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Interview à la Une. Bon week-end à tous.